Bonjour à tous, donc je suis Estelle Dourla, animatrice géothermie pour les Hauts-de-France, basée à Unilassal. Alors, on va parler des fondamentaux en géothermie, parce que voilà, faire toujours un petit peu de rappel avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par vraiment la toute base. Donc, on s'excuse pour ceux qui connaissent bien, mais il y a toujours des non-connaisseurs qui s'inscrivent avec nous. Origine de la chaleur dissipée par la Terre, malgré ce que l'on peut croire, ça vient pas forcément du noyau qui est chaud, qu'on connaît tous. Ça, c'est vraiment ce que les gens pensent, mais en fait, ce n'est que 10% de cette chaleur. 90% de la chaleur, elle est liée à la désintégration des éléments radioactifs qui sont présents dans les roches naturellement dans notre sous-sol, notamment l'uranium, celui-là on le connaît tous. Et on va avoir sur la planète donc des zones qui vont être plutôt des zones qu'on appelle d'anomalies, par exemple les zones où on va avoir des volcans, les frontières de plaques. Et on va avoir sur le reste de la planète des zones qu'on va dire soumises au gradient géothermal. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on s'enfonce en profondeur, on va gagner en température. En moyenne, en France, on va gagner 3 degrés pour 100 mètres d'approfondissement. Et comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, en fait, les 10 premiers mètres, globalement, sont plutôt soumis à une variation climatique qu'à une variation géothermique. Donc ça, c'est important pour nos technologies derrière. En France, on a deux grandes filières de géothermie. On a la filière qu'on va appeler la filière de géothermie de surface, qui va concerner en fait l'ensemble du territoire. Donc on va voir qu'on peut faire de la géothermie de surface quasiment partout. Et la géothermie profonde qui va se concentrer sur des domaines géologiques un petit peu plus spécifiques, comme les grands bassins. Donc en France, les deux plus grands, c'est le bassin parisien et le bassin aquitain, qui va nous permettre de faire des réseaux de chaleur. Et la géothermie, donc dans des massifs fracturés, granitiques, typiquement dans le fossé rhénan, ou encore en domaine volcanique. Et là, on va pouvoir faire éventuellement, enfin, on pourra même aller faire de l'électricité, mais ça reste très anecdotique. La géothermie, à quoi ça sert? On va s'en servir donc pour faire tout ce qui va être des énergies enfin tout ce qui va être chauffage, rafraîchissement, climatisation, car on l'apprend de plus en plus, mais la géothermie ne sert pas qu'à faire du chaud, voire de l'électricité, mais vraiment on peut faire également du froid ou du frais. On va pouvoir faire ça dans les habitats individuels, collectifs, pour des bureaux, pour des réseaux et voire même des boucles d'eau tempérées. On est vraiment à toute échelle. On peut également avoir une production d'eau chaude sanitaire et on va pouvoir s'intéresser à différents processus, industrie, agriculture, pisciculture, déshumidification. Enfin, vous l'aurez compris, la géothermie, c'est un couteau suisse. Et vraiment, dans certains cas un peu plus particuliers, dans certains domaines géologiques très particuliers, on est même capable de produire de l'électricité. Donc la géothermie a quasiment réponse à tout. Alors, la géothermie en France, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit donc qu'il y avait deux grandes filières. Si on regarde la filière de surface, on est à 209 000 pompes à chaleur qui sont installées aujourd'hui sur le territoire pour 4,82 TWh de chaud et de froid produits. Et quand on regarde sur notre filière profonde, aujourd'hui, c'est 73 opérations de géothermie profonde pour la production de chaleur, soit 1 million de personnes chauffées en France grâce à ces solutions de géothermie profonde. Et on a deux centrales qui vont nous permettre une production d'électricité, pardon, en Guadeloupe et en Alsace. Il faut également savoir on s'intéresse beaucoup au lithium géothermal, puisqu'on pense que c'est une des façons de monétiser cette géothermie profonde. Au niveau des projets futurs, on a un certain nombre de secteurs dans lesquels on est en train de rechercher de l'énergie, donc la filière ne va pas s'arrêter là. Quand on fait une vue d'ensemble de la géothermie, donc vous l'aurez compris, deux grandes filières. La géothermie profonde d'un côté, où à chaque fois on va avoir des contextes géologiques particuliers qui nous permettront de faire de l'électricité et ou de la chaleur, souvent plutôt pour des grosses applications industrielles ou en réseau, et toutes les applications de géothermie de surface. Nous, aujourd'hui, on se concentre sur la géothermie de surface dans le cadre de ces webinaires. L'idée, c'est vraiment de vous aider à cadrer votre projet de surface. Donc la géothermie profonde, on l'a introduit, maintenant, on arrête d'en parler. La géothermie de surface, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être toutes les géothermies qui vont être à plus ou moins faible profondeur, qui vont être soit soumises à notre gradient géothermique, nos 30 degrés pour 100 mètres, soit soumises plutôt à nos variations climatiques. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un certain nombre de technologies qui vous sont présentées ici. Donc quand on regarde dans les premiers 10 mètres de profondeur, globalement, on va retrouver tout ce qui va être les échangeurs compacts ou les murs géothermiques. On peut également mettre de la géothermie dans les fondations des bâtiments. On peut aller voir éventuellement l'eau de mer, l'eau de surface. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps,
considéré que récupérer la chaleur sur eau usée via des pompes à chaleur, c'était plutôt géothermique. Aujourd'hui, on passe plutôt ça en chaleur fatale, mais bon, on l'a laissé parce que voilà, c'est comme ça qu'on l'a affiché pendant des années. Mais voilà, ça peut changer parce qu'on a aussi des idées qui progressent. Et sinon, on va avoir des géothermies qui sont plutôt à plus de 10 mètres de profondeur. Et là, on va aller voir la nappe et les sondes. Et c'est plutôt sur ça que nous, on se concentre. Donc, de nouveau, on fait effet entonnoir et on passe aux technologies qui nous intéressent plus. L'avantage de la géothermie de surface, les avantages de la géothermie de surface, il y en a plein. Pour vous résumer un petit peu tout ça, déjà, il y a le côté maîtrise de la facture énergétique. Une fois qu'on a une installation de géothermie, on va avoir des coûts d'exploitation qui sont stables et une vraie indépendance énergétique. On s'attend à avoir des temps de retour sur investissement qui sont de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc, c'est quand même assez intéressant. Au niveau de l'exemplarité environnementale, il faut savoir qu'une installation de géothermie de surface va rejeter 4 fois moins de CO2 que l'électricité, 5 fois moins que du gaz naturel et 7 fois moins que du fioul pour un même besoin de chauffage. Et ça s'intègre totalement dans le plan de relance de la géothermie. Il y a plein d'actions en ce moment qui sont sur la géothermie, donc c'est vraiment d'actualité. Au niveau des technologies qui ont fait leurs preuves, donc on a dit 209 000 pompes à chaleur installées en France, donc on a un vrai retour d'expérience. Des professionnels également qui sont qualifiés RGE pour reconnus garants de l'environnement. Et on a tout un panel de financement et de garanties associées, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui ne sont plus vraiment risquées. Au niveau de la ressource, on est sur des ressources qui sont locales, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de transport, pas de stockage, donc ça c'est quand même un gros avantage, et on est sur une énergie en surface qui est disponible quasiment partout sur le territoire et en permanence. On verra qu'il faut juste choisir bien sa technologie. Au niveau de la visibilité de la géothermie, bah, une fois qu'elle est réalisée, on ne la voit plus. Donc, ce qui fait que on est sur une énergie discrète, invisible, avec du bruit en chaufferie, à tel point que des fois, vous avez envie de mettre ça plus en valeur et de la rendre visible tellement elle est invisible et que du coup, personne ne sait qu'elle est là. Et concernant les futurs défis, donc je vous l'ai dit, on peut faire du chaud, mais également du froid. Donc ça, c'est vraiment un défi d'aujourd'hui. Pour vous donner un petit exemple, 1 kWh d'électricité va permettre de fournir 50 kWh de frais. Donc ça, c'est vraiment 1 pour 50, ça fait rêver. Et ça nous évite le phénomène d'îlot de chaleur, donc c'est-à-dire le fait de réchauffer l'air grâce à des climatiseurs, donc, puisque là, la chaleur, entre guillemets, elle va être mise dans le sous-sol. De plus, la géothermie de surface, on peut l'intégrer dans des réseaux et dans des boucles d'eau, donc vraiment, elle s'adapte à tous nos futurs défis. Au niveau des bâtiments, je l'ai un peu introduit, vous l'avez compris, la géothermie, on peut la mettre quasiment partout. Pour le particulier, pour le domaine collectif, le domaine tertiaire, et on va pouvoir s'intéresser à toute typologie de bâtiments. Donc on a des guides qui vont présenter vraiment toutes ces fiches-là, on vous les représente, vous aurez tous les liens à la fin. Mais voilà, on peut mettre de la géothermie dans les logements, dans le secteur culturel, dans des maisons de retraite, dans des établissements de santé, dans des piscines, dans du scolaire, voilà. Tout ce que vous avez ici de listé, on va pouvoir le faire en géothermie. Et surtout, il faut retenir que la géothermie, ça n'est pas que le neuf, c'est aussi la réhabilitation. Donc vraiment, la géothermie peut aller s'installer quasiment partout. Au niveau, donc j'ai utilisé quelques mots qui peuvent peut-être être barbares pour les non-initiés, pompe à chaleur et échangeur. Donc, alors ça, ce sont les deux technologies que l'on va retrouver en géothermie de surface. Un échangeur, c'est quoi? C'est une machine qui va permettre de passer directement un niveau de température d'un fluide à un autre. Donc l'échangeur, là, on vous en a illustré un là. Ce qui fait qu'on va pouvoir, en fait, ça permet de changer de la boucle géothermale vers la boucle du bâtiment pour pas que le fluide géothermal passe dans le bâtiment, pour des raisons de coût et pour des raisons de pérennité du système quand on utilise une eau du sous-sol. Et ça, par exemple, ça va nous permettre de faire du froid passif. Donc, c'est-à-dire qu'on va récupérer la fraîcheur du sous-sol pour rafraîchir le bâtiment. Concernant la pompe à chaleur, une pompe à chaleur, c'est un petit peu plus complexe, il y a plus d'éléments, mais l'idée, c'est d'avoir un circuit primaire qui correspond à votre géothermie, qui va venir au contact d'un échangeur. Donc, on donne les niveaux de température en l'état, qui va s'appeler un évaporateur. Et on va avoir un cycle fermé dans cette pompe à chaleur qui va passer donc d'une vapeur basse pression en surface, on est à peu près à 12 degrés sur une géothermie. On va aller vers un compresseur, on comprime le fluide qui du coup devient haute pression. Mécaniquement, enfin thermodynamiquement, il va chauffer, il va passer à 45 degrés sous forme de vapeur et arriver à un second échangeur, donc qui va donner ce niveau de température, les 45 degrés, vers un circuit secondaire qui est en fait votre circuit de chauffage dans le bâtiment. Et ça s'appelle un condenseur. L'eau, le circuit va revenir donc refroidi, on va passer à 35 degrés sous forme liquide haute pression
et on va avoir un petit détendeur qui va permettre de repasser sous forme de liquide basse pression et on aura perdu quelques degrés. En moyenne, c'est à peu près, voilà, là vous avez vu, on a perdu 5 degrés entre l'entrée et la sortie et ces 7 degrés vont retourner au sous-sol pour pouvoir être remis à température initiale par le sous-sol. Et donc cette pompe à chaleur va finalement nous permettre de changer un niveau de température et c'est comme ça qu'on arrive avec 10-12 degrés dans le sous-sol à chauffer un bâtiment à 40-45 degrés. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire ça. Finalement, c'est le système que vous avez dans vos réfrigérateurs. Au niveau des solutions en surface, on en a donc deux principales, la géothermie sur sonde ici et la géothermie sur nappe. Et si on regarde un petit peu plus près, la géothermie sur sonde, c'est quoi? Donc c'est un forage dans lequel on va descendre un tube qui va faire un aller-retour. La plupart du temps, on appelle ça une sonde en U. Et dans cette sonde, on va faire circuler un fluide caloporteur, soit de l'eau plus du glycol, ça va dépendre des régions, un peu du contexte climatique. Et donc l'idée, c'est que tout ça va être cimenté et le fluide va se réchauffer au contact du sol et va pouvoir donc, vous voyez, toutes mes sondes vont être connectées à la pompe à chaleur dans le bâtiment et on va pouvoir chauffer le bâtiment. L'avantage des sondes, c'est qu'on peut les implanter quasiment partout à partir du moment où on a du sous-sol. On n'a pas besoin d'avoir de l'eau. Et si on a une nappe, on peut également implanter la sonde. Elle peut traverser la nappe, ça ne posera pas de problème. On est capable de faire des dimensionnements assez précis via des tests de réponse thermique sur des sondes d'essai. Et sinon, voilà, on peut dimensionner ça par des abacs. On peut faire du chauffage, on peut faire du rafraîchissement et on peut faire de la climatisation, donc en utilisant une pompe à chaleur réversible ou en mettant un échangeur pour faire du rafraîchissement. Bon, par contre, évidemment, vous voyez, plus je vais avoir des besoins dans le bâtiment, plus il faudra de forage au niveau de mon sous-sol. Et donc, du coup, on peut avoir des coûts d'installation qui vont être élevés, puisque c'est une surface d'échange finalement qu'on va installer à la verticale dans le sous-sol. Dans tous les cas, donc ces forages, il va falloir qu'ils soient faits par des professionnels Certi-Forage. Donc, on a un site qui va référencer tous ces professionnels, c'est très important, ce sont eux qui vont pouvoir également déclarer tous ces ouvrages au niveau du code minier. Donc ça peut être vu un petit peu comme des inconvénients de la géothermie sur sonde, mais c'est aussi pour sécuriser votre projet et garantir que vous avez les bons professionnels en face. La géothermie sur nappe, souvent, on connaît un peu plus. Là, l'idée, c'est de trouver un endroit. Bon, bah, il nous faut une nappe. Donc là, on va être soumis à la condition est-ce qu'il y a une nappe et est-ce que je vais pouvoir en tirer un certain débit? Et on va aller pomper l'eau de la nappe. Donc, bon, souvent, elle est aux alentours de 12 degrés. On va emmener ça vers la pompe à chaleur, l'échangeur, et on va réinjecter dans le sous-sol notre eau. On va toujours faire attention à ce qu'on soit bien dans le sens d'écoulement de la nappe, puisqu'une nappe, c'est pas quelque chose de stable, enfin, ça va bouger. Donc, c'est pas une rivière souterraine, mais il y a quand même un écoulement qui est fait. Et l'idée, c'est de ne pas recapter notre bulle un petit peu rafraîchie par le forage qui voudrait une température un petit peu plus élevée. Donc, je parle quand on est en mode chauffage. Sinon, on va faire ce qu'on appelle du recyclage thermique, donc c'est-à-dire que de cycle en cycle, on va abaisser la température dans le système et on finira par mettre ça en défaut. Donc ça, il faut vraiment que ce soit bien étudié par un hydrogéologue et ça nous permettra, si c'est très bien dimensionné, de faire tout ce qu'on veut avec des très bonnes performances. Du chaud, du froid, du frais. Et donc, bien évidemment, vous l'avez compris, là, il y a des contraintes hydrogéologiques à respecter. De nouveau, notre forage, il devrait être certiforage, donc cette fois-ci plutôt module NAP. Les forages seront déclarés au niveau du code minier, donc via une base de télédéclaration géothermie de minime importance, on en reparlera plus tard. Et là, par contre, contrairement aux sondes, on va avoir une maintenance sur les installations sous-sol, puisqu'on prend de l'eau, donc c'est quelque chose d'ouvert. L'eau, elle va pouvoir peut-être un petit peu boucher nos forages. On peut avoir des dépôts qui se font. Donc voilà, il va falloir vérifier annuellement si les tubages sont toujours en bon état. Donc les sondes, il n'y a pas de maintenance. Une fois qu'elles sont faites, on n'y touche plus. Par contre, la nappe, il faut bien penser à cette maintenance.